Alors, nous reprenons toujours dans la même thématique, outils et publications numériques, avec Federico Noura, qui est architecte. Non, archéologue. Archéologue. Une thèse en architecture. Et qui travaille en même temps donc, en archéologie et sur les systèmes d'information géographique. Vous avez participé au projet Ariadne, donc, qui a joué un tel rôle au niveau européen dans justement la structuration des données de l'archéologie. Vous travaillez aujourd'hui avec la cellule d'ingénierie documentaire de l'INHA, et donc avec Antoine Courtin à la réalisation du Digital Muret. Et donc c'est de cela que vous allez nous parler. On va mettre les mains dans la machine avec vous, avec la stratigraphie d'un site web, du tableau de données à la mise en ligne du Digital Muret. Merci, bonjour. Avant de commencer mon intervention, je souhaite d'abord remercier les organisateurs de cette journée d'études pour l'invitation à présenter aujourd'hui le travail d'ingénierie documentaire accompli pour ce projet. Un grand merci surtout à Cécile Colonna et à son équipe de recherche pour les efforts faits pour arriver à ces résultats. Et je vais donc partir du titre de cette intervention, stratigraphie d'un site web. Mais pourquoi stratigraphie? Au-delà du trivial clin d'œil aux archéologues sûrement présents dans cette salle, j'ai choisi ces mots car en effet, un site web de publication des données des ressources documentaires est avant tout la superposition des couches, à la fois informative, technique et graphique. Et à chaque couche correspond une ou plusieurs actions, donc collecte, nettoyage, structuration, harmonisation, alignement, enrichissement, publication, exposition et donc réutilisation. Action qui correspond au cycle de vie de la donnée que nous essayerons de suivre tout au long de cette présentation en suivant les principes de la stratigraphie. Donc, à partir de la couche la plus superficielle et visible, le maquillage du site, jusqu'à l'origine de l'information. Ces cycles de vie, comme nous le verrons après, est censé de se répéter une fois dès que la structuration de la donnée est achevée. Car la donnée n'est pas figée et taillée dans le marbre, mais au contraire, grâce à sa publication, est exposée à des modifications et à des interventions successives qui auront des répercussions sur les différents niveaux. Nous allons donc commencer notre parcours à partir de la surface, de ce que j'aime bien appeler les maquillages d'une page web, d'un site web. En effet, tout ce que nous voyons dans un site, les polices, les couleurs, l'ordre d'affichage des objets, etc., est défini par des règles écrites avec un format standard. Dans ce cas-là, les CSS, les Cascading Style Sheets, que l'on peut traduire par feuilles de style en cascade. Cela permet de respecter les desiderata des créateurs du site et surtout de présenter la donnée d'une façon à la fois compréhensible et agréable. Sans cette couche, sans la couche de règles CSS, le site aurait été plus ou moins, comme vous le voyez à l'écran, une liste sans forme précise. C'est exactement le même site. Et donc, on a déjà commencé à creuser, à fouiller dans les sites. Je ne souhaite pas trop rentrer dans les détails techniques du fonctionnement du site, mais il faudrait quand même dire quelques mots autour du choix du framework, de l'environnement de travail, que l'on pourrait aussi qualifier d'infrastructure logicielle ou socle d'application, ce qui représente l'une des couches qui constituent les sites. En accord avec l'équipe de recherche, la CID, donc la cellule d'ingénierie documentaire pour laquelle je travaille, a choisi d'utiliser un CMS, donc un système de gestion des contenus, qui soit en mesure de gérer des données structurées, de les appeler, rechercher, trier, filtrer et surtout de les embarquer dans des contenus éditoriaux. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'acronyme CMS, bref, il s'agit du logiciel côté serveur qui gère les pages du site. Ce CMS choisi est donc OMKS, un puissant gestionnaire de ressources documentaires avec un fort focus sur l'échange des données et l'interopérabilité. Interopérabilité. Donc l'interopérabilité signifie par exemple la possibilité de mutualiser les images des objets représentés dans la base Agora de l'INHA
ou d'importer les métadonnées structurées des notices, donc de l'extérieur vers l'intérieur, ou bien permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser les données en moissonnant les contenus qui sont exposés d'une façon structurée et standard, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Pour mieux comprendre ces passages, qui est nodal face aux récentes exigences des lois en termes d'ouverture des données de la recherche et des données publiques, je peux prendre un exemple. Donc, un champ descriptif peut bien à l'affichage être libellé contenu et légende. Mais au moment de l'exposition, donc de la publication pour la réutilisation des données, il y aura un alignement vers un nom officiel exprimé avec un vocabulaire standard. Dans ces cas-là, le vocabulaire choisi, c'est le Dublin Core. Et donc, il s'appellera dans ces cas-là DC Terms Description. Et c'est donc à ce niveau qu'il faut fouiller certains choix qui croisent à la fois la donnée structurée et les maquillages. Un exemple efficace est celui de l'affichage de l'état de connaissance sur un objet dans la liste des résultats d'une requête dans les sites. On a choisi d'afficher des icônes pour les objets qui ont des informations géographiques concernant lieu d'exécution, lieu de découverte, lieu de conservation. Cela permet d'une façon très rapide d'avoir un aperçu de l'existence de ces informations. Si après on souhaite avoir des détails, il faudra bien sûr rentrer dans la fiche de la notice. Encore, l'effet d'harmoniser les dimensions des images à l'intérieur d'un carré permet à l'utilisateur une expérience de navigation confortable et immédiatement lisible, ou au moins c'est ce que nous espérons. Une fois enlevée cette deuxième couche, on descend encore avec notre truelle virtuelle pour essayer de comprendre la structuration de la donnée. Heureusement, au moment de l'ajout des données dans les systèmes de gestion d'OMKS, nous n'avons pas dû faire un grand effort de normalisation et d'harmonisation des données, car les données mêmes ont été importées à partir d'une base de données structurée, Agora, la métabase mutualisée des données de recherche de l'INHA. En effet, il faut dire que pour l'application Agora s'appliquent les mêmes considérations faites en amont concernant les maquillages et l'infrastructure technique. Sauf que Agora est un outil spécialisé en traitement et gestion de la donnée et ne permet pas encore l'éditorialisation des données, ce qui, par contre, était le besoin fondamental de l'équipe de recherche du Digital Muret. Néanmoins, la robustesse de la structure d'Agora permet une gestion très propre du corpus des données, et cela en fait si cet outil est le cœur ou le moteur de la structuration des données. Voici donc une autre couche à fouiller. Pour obtenir une mise en données propre et donc harmonisée, il faut avoir des contraintes. Ces contraintes sont définies en amont et concernent le bon ordre des champs, donc les squelettes ou les gabarits de saisie des données, mais aussi la façon dont les contributeurs les remplissent. Vocabulaire contrôlé pour certains champs, comme type, matériaux, format date pour les informations de type chronologique, format numérique pour les dimensions, etc. Et c'est exactement ce qui fait de l'information une donnée structurée. Ce qui permet, après, d'effectuer une recherche sur tous les bijoux qui sont faits en or, mais qui contiennent aussi du grénat. Et voilà. Ce travail de saisie n'a pas été effectué à l'origine dans ces formulaires dans l'application Agora, car il y avait un historique, un passif de données et d'informations déjà collectées ailleurs. Et donc, le grand corpus de données a bien été importé en masse à partir des données textuelles. Comme on l'a déjà dit tout au long de la matinée, 178 planches contenant 1191 représentations d'objets et 2257 images associées. Et il ne s'agit que du premier volume publié. Mais d'où ils viennent, ces fichiers textuels, cette énorme masse de données? Nous l'avons déjà vu, et ces fichiers sont les résultats d'un travail pointu
qui reprend certaines des actions que j'ai listées au début de cette présentation. Traitement de nettoyage, harmonisation et normalisation des données issues de la collecte effectuée par les chercheurs, donc les éditeurs des notices et de la donnée. Pour vous fournir des exemples, on a le cas par exemple de matériaux, là où il y a or et maille bleue. Le maille bleu n'est pas un concept présent dans les thésaurus des matériaux et supports dans la base Agora, et donc a dû être normalisé en matériaux or et techniques émaillés. Pareil pour les dimensions. Là où dans les tableaux, nous avons H4CM, le système va les lire en tant que hauteur, 4, unités de mesure, centimètres. Mais je pense que désormais, ce soit assez clair pour tous. Et on est donc finalement arrivé aux couches les plus profondes et donc les plus anciennes, à l'origine de la vie de la donnée. Là où les chercheurs ont débuté leur travail de collecte des informations, fidèle ami de tous les archéologues, donc les feuilles de calcul, les tableaux Excel. Oui, parce que tout cela naît dans des cahiers de papier, dans des notes qui ont défini un projet de recherche face à des questions auxquelles il fallait trouver des réponses. Et c'est grâce à la précision, à la constance, à l'enthousiasme et à la rigueur des chercheurs et des chercheuses impliqués que ce résultat a été possible. Donc, c'est bien sûr cette ligne sur une feuille de calcul qu'aujourd'hui, nous pouvons consulter à la fois sur Agora et sur les sites Digital Muret. Et ce sera peut-être la même ligne que demain, une autre chercheuse ou un autre chercheur téléchargera pour sa propre recherche et qui modifiera, nettoyera, harmonisera et publiera, en citant la source bien évidemment, pour enrichir encore une fois la connaissance du passé. C'est le cycle de vie de la donnée, tout en respectant les principes du faire, donc en permettant que la donnée soit trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. En conclusion, on sait bien qu'il s'agit que d'une étape vers la publication de l'ensemble du recueil de dessins de Jean-Baptiste Muret, mais cela nous a permis de mettre en place un processus, une routine, un workflow qui nous permettra de mettre à jour les différentes couches au fur et à mesure de l'avancement du travail des chercheurs, d'ici à 2021. Un effort d'ingénierie documentaire pour lequel, bien évidemment, je dois remercier mes collègues de la CID, d'abord Antoine Courtin, responsable de la cellule, Pierre-Yves Laborde pour sa disponibilité et ses conseils, Camille Smadja et Alice Truc, les étudiantes monitrices de la CID, mais surtout Chloé Gauthier, qui était à ma place avant de mon arrivée et qui m'a laissé en héritage une structuration rigoureuse et précise du travail organisé avec les chercheurs du programme. Et enfin, après en avoir parlé longuement et avant que Hypnos, le dieu du sommeil, exerce son pouvoir sur nous, je vais donc vous présenter les sites du Digital Muret. Alors, une démonstration pratique. Les sites, l'adresse est simple, c'est digitalmuret.inha.fr. Il est utilisable de l'ordinateur comme des tablettes et smartphones. Donc, il est responsive. Et voilà, il y a une page d'accueil, avec la belle tête d'Hypnos. Le site est divisé en 3 grandes parties. Donc, la possibilité de feuilleter, de surfer les recueils, dans ce cas-là, que le volume 2, les objets dessinés et une partie éditorialisée où on trouve les articles des chercheurs. Pour les montrer rapidement, on peut par exemple entrer dans les objets dessinés. Et donc, voilà, c'est de qu'on en parlait, le fait d'avoir tous les objets de tous les recueils. Donc, au moment de la publication du volume 1, les objets se trouveront mélangés à ceux des autres volumes. Et dans ces cas-là, vous voyez les petits indicateurs de connaissance. Donc, si on connaît les lieux de conservation, les lieux de création ou les lieux de découverte, et on peut bien entrer dans une notice, par exemple,
ce fragment de Pommeau d'Espata, où, avec l'image associée à l'image dessinée par Muret, nous avons les autres images ou les représentations auxquelles Muret s'est inspiré, donc précédentes à Muret, ou l'objet aujourd'hui, comme il se présente aujourd'hui. Dans ce cas-là, l'objet présent à la BNF. Ensuite, la fiche de l'objet, donc avec tous les métadonnées liées, présentées d'une façon lisible, avec des champs parlants, donc avec des noms clairs, et qui permet de remonter. Alors, dès qu'on a un élément géographique, bien évidemment, il est représenté sur une carte dynamique qu'on peut utiliser pour retrouver l'objet. En même temps, on peut remonter à la planche à partir de l'objet. Donc, pour la planche, les métadonnées sont présentées de la même façon, avec contenu et légende, donc la transcription faite par les chercheurs des légendes de Muret. Et à partir, au contraire, à partir de la planche, on peut surfer les objets qui sont dans chaque planche. Dans ce cas-là, je rentre par exemple dans une abeille. Là aussi, les droits des images sont présentés dans les métadonnées sources des images. Dans ce cas-là, heureusement, il a été attribué par la BNF une licence de domaine public. Et à partir de la plupart des données, des métadonnées, on peut faire des filtres selon la valeur présentée. Donc, par exemple, cet objet est en or. Si on souhaite filtrer tous les objets en or, en lieu de passer par la recherche expert, on peut filtrer les notices avec cette valeur et le système nous répond avec tous les objets en or. De la même façon, exactement comme on l'a fait pour les matériaux, on peut les faire chronologiquement pour les antiquités étrusques et italiques. Toutes ces index, on peut les trouver ici, dans les menus à notes, pour naviguer, pour surfer les données à partir de certains index. Donc, par exemple, les lieux de découverte. Donc, il y a une liste de doublonnets, des lieux de découverte, où on peut savoir en temps réel aussi la quantité des éléments pour chaque valeur. Enfin, évidemment, une carte globale qui permet d'utiliser les sites, d'avoir un affichage géographique du site avec les lieux de création, les sites de découverte et les lieux de conservation. On se déplace vers le nord de l'Europe. Et la dernière partie, mais je pense la plus importante, c'est celle de l'éditorialisation, donc histoire et parcours, la possibilité de lire les articles écrits par les chercheurs qui permettent, donc c'est le CMS, le OMKS, qui permettent aux chercheurs de rapatrier dans les notices, dans les articles, les informations concernant les objets mêmes. Et donc, à partir de l'article, on peut bien entrer dans la notice des objets et avoir toute information, l'objet contemporain, etc. Bon, c'est assez simple, donc je pense avoir conclu. Je vous remercie. C'était limpide. Est-ce que vous avez des questions ? Il n'y a pas beaucoup de choses d'Antiquité orientale dans Muret, mais cependant, est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à avoir des liens entre bases ? À la fin de l'année, je rappelle que le Louvre va mettre en ligne toutes les collections, pas
en principe. Donc il y a par exemple un bas-relief assyrien qui est chez nous maintenant dessiné par Muret. Donc peut-être qu'il y aurait des choses intéressantes à faire sur ces liens. Alors, une partie de ce travail a déjà été faite par l'équipe de recherche, car ici, on a choisi de présenter certains éléments, donc certaines métadonnées concernant les objets, mais chaque objet permet, et donc on est déjà sur les niveaux des liens, de rentrer dans la source Agora. Vous voyez, chaque fois, il y a voir la notice Agora. Si on rentre dans la notice Agora, peut-être ce n'est pas le bon exemple, ce que j'ai pris, mais souvent, voilà, non, c'est bien, parce qu'on a les liens, donc tout ce qui est source en ligne, tous les liens aux autres bases, aux autres projets qui présentent le même objet. Évidemment, l'incontournable Gallica pour les planches, parce que c'est la source primaire à laquelle on fait référence, mais dans ces cas-là, aussi une référence à l'objet dont il est conservé, pardon, et donc la possibilité d'avoir des... Ça c'est pas notre faute. Alors, c'est l'application indisponible. Je vous explique, nous sommes lundi matin. Le lundi matin, ça ne marche pas. On regardera cet après-midi à nouveau. Comme le montrait Federico dans le tableau Excel, dans cette unité stratigraphique tableau Excel, on a lien vers une ressource externe et on renseigne systématiquement dès qu'on trouve l'objet dans une collection en ligne. Moi, par exemple, je fais les monnaies et elles sont quasiment toutes à la BNF. On met en fait systématiquement le lien vers une base qui contient déjà l'information en partie structurée par la collection, mais qui ne contenait pas le lien Muret. Et donc en fait, le tableau Excel est le lien entre l'objet et son information structurée dans un musée N et la donnée dessinée Muret. Et à chaque fois, en fait, on utilise ce champ espace point virgule, un autre lien espace point virgule, et tout ceci est mouliné magiquement dans Agora. Et on a cette liste de liens qui permet, si un objet a été conservé dans, je ne sais pas moi, 10 musées différents consécutifs, c'est rare, mais bon, comme ça, et qu'on a 10 fois des photos en ligne, et ben voilà, c'est indexé de cette façon-là, parce que Agora permet de mouliner justement et de mettre en ordre très très bien ces données-là. Oui, je dirais que pour moi, le problème, il n'est pas tellement là, il est plutôt dans l'autre sens. Je serais très contente quand nous, on aura le lien vers Digital Muret dans Gallica. L'inverse est en partie. Et là, je peux vous dire, il y a beaucoup plus de travail. L'inverse est en partie déjà fait, puisqu'une partie des données que nous avons identifiées parmi les premières œuvres que nous avons identifiées, c'est déjà en fait de recopier ce qui était dans la base Médailles et Antiques et qui mentionnait Muret, volume 7, planche 12. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est que maintenant, nous, il faut qu'on mette le lien pour pointer vers vous. On va pointer dans l'autre sens. Voilà, c'est ça. Et ça va prendre un peu plus de sens, parce que l'interopérabilité, c'est dans les deux sens. On pourrait, mais désormais, grâce à l'utilisation constante de la cote BNF, on peut faire d'une façon automatique un alignement entre l'URI, donc la ressource sur OMKS, l'URI Agora, et la cote. Donc pour vous, c'est un jeu de faire ce type d'alignement. Il faut juste qu'on mette à jour. Non, mais je le note, parce que je pense que c'est vraiment important qu'on le fasse dans les deux sens. On pourrait même faire une démo, c'est-à-dire que si tu tapes Federico, objet conservé BNF, on peut télécharger les données à la fin, il me semble, c'est ça ? Pour télécharger les données, il y a encore... c'est pas encore, mais ce sera faisable. Oui, non, ce sera absolument faisable. Aujourd'hui, le téléchargement, je l'ai montré dans la présentation, est surtout via OAI-PMH, un protocole de la Open Archive Initiative, pour les moissonnages. Mais la prochaine étape sera la mise en place des liens de téléchargement direct des données. C'est prévu, c'est pas encore en place, mais... c'est bien évidemment prévu. Alors, les bras se lèvent. Est-ce qu'il est prévu qu'Europeana moissonne la base Muret ? Il est envisageable. Les données sont exposées en OAI-PMH et en RDF, donc c'est tout à fait... Oui, normalement, c'est faisable. On n'a pas un protocole avec Europeana, mais pourquoi pas ? Tout est possible. Encore une question là. Ah, pardon. Il y avait une question devant là, et derrière. Pas les deux en même temps, s'il vous plaît.
Non, c'était juste pour rebondir sur la question d'Europeana. C'est que Europeana moissonne aussi un site fédérateur en France qui est le moteur collection. Donc il y a aussi des jeux de rebond. Donc voilà, c'est un peu plus complexe. Qu'on n'envoie pas directement de notre Europeana. On a un fédérateur en France. Et il y a des grosses problématiques aussi de licence. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Europeana prône une certaine licence. Le ministère de la Culture prône... Voilà, peut avoir certaines frilosités, et donc voilà, c'est plus complexe qu'un simple moissonnage. Madame ? On a vu rapidement un index lieu de découverte. Je voulais savoir comment vous gériez vos thésauries et éventuellement quels étaient le nombre de niveaux de hiérarchie que vous pouviez gérer. Alors, les thésaurus sont gérés au niveau Agora, parce que c'est là qu'on gère les thésaurus. On peut gérer un niveau hiérarchique n'importe lequel parce que c'est une arborescence. Donc, et c'est vrai que le projet Digital Muret nous a posé des questions nouvelles par rapport au thésaurus lié d'Agora, qui était un thésaurus lié contemporain, donc qui s'appuyait sur des lieux existants et pas sur des lieux connus par les sources archéologiques et historiques. Et donc, on a dû faire des choix, notamment au niveau des hiérarchisations, des synonymies ou d'attribution à un niveau inférieur du site archéologique qui se trouve dans l'actuelle municipalité D. Mais les thésaurus sont scocisés, sont donc les thésaurus qui utilisent aujourd'hui Agora, et embarqués à l'intérieur de l'application donc du logiciel Flora, qui est le décalogue qui aujourd'hui gère la base. Mais on n'a pas de contraintes au niveau de hiérarchie. On sait bien que si on va dans une notice donc, qui se trouve par exemple à Armento, donc on rentre dans la notice et on va voir la notice sur Agora. Voilà, les lieux de découverte. Les lieux de découverte, on sait qu'en Europe, en Italie, en Basilicate, c'est Armento. Et si on veut suivre on peut bien évidemment rebondir vers des niveaux broader, donc plus génériques du thésaurus. À noter, je rebondis sur ce que dit Federico, que pour pouvoir en fait faire des équivalences entre lieux de découverte, leurs noms antiques et modernes, on a utilisé un projet qui est en ligne, lui aussi en données ouvertes, c'est Pléiade, où en gros c'est l'inventaire de tous les noms, de toute la toponymie en fait antique, donc qui fait l'équivalence entre un doublon de coordonnées GPS, un lieu de commune, un département, une région, etc. Et en fait, ce sont les données qui sont figurées ici. En fait, ce sont des données indexées sur les données structurées de Pléiades, enfin de Pléiades. Avec voilà, si vous avez un objet qui est découvert à Alésia, vous aurez un point Alice Saint-Traine. Vous avez un objet qui est découvert à Prusias à Dupium, vous avez un point sur le lieu antique de Prusias. C'est le Barrington Atlas en ligne, voilà. en fait. Hein. C'est la mise en ligne et en représentation cartographique, géographique du Barrington Atlas of Ancient World, donc l'intégralité des voies romaines, des noms antiques de lieux. Donc Grumentum, c'est Grumento actuellement en Italie. Donc, voilà, et Armento, c'est juste à côté. Donc en fait, on a indexé ça en respectant la norme de nommage de Pléiade. Avec cette idée surtout que vous réinventez pas la géographie alors que d'autres l'ont fait mieux on que va vous pas et avant réinventer vous. La géographie, voilà. Ce qui est prudent. Voilà, c'est plutôt prudent, c'est-à-dire que pour une monnaie, on peut être à peu près sûr qu'elle a été frappée dans un endroit donné, donc on se risque pas. S'il y a marqué Korikos, et le point c'est Korikos, et si le lieu est connu, c'est Korikos tel que le donne Pléiade, parce qu'on n'a pas besoin là non plus de reproduire une donnée inédite sur le lieu. Si je peux juste vous faire une suggestion quand même pour les monnaies, parce que vous en avez quand même un certain nombre, c'est utile d'utiliser Nomisma. Oui. Parce que quand vous utilisez Nomisma, vous avez déjà embarqué dedans toute la coordonnée géographique, non seulement dans Pléiade, mais aussi dans Géonem si on n'a qu'un nom moderne, etc. Oui. C'est déjà fait. Le travail est déjà fait là encore par des spécialistes, donc toujours utile. Donc on a fait un fichier banal d'équivalence, puisque parfois on a dans les mentions du nom de découverte par Muret, on a un nom de village français. Et donc, lui, il n'existe pas sur Pléiade. Donc, du coup, là, on a rajouté des coordonnées GPS. Mais ça, normalement, Géonems le fait pour vous. Voilà, donc on peut le faire avec Géonems. Plutôt que de le faire soi-même. Moi, j'ai une question très technique, en fait. Je voudrais juste savoir, vous avez utilisé un tableur de chargement au début pour embarquer toutes les données. C'est un tableur Excel ou c'est quelque chose qui est déjà embarqué dans la base de données?
Et la deuxième question, c'est cette base, en fait, il y a une contrainte de l'INHA sur les formats de base qui sont toutes prototypées de la même manière, ou bien vous avez développé quelque chose d'entièrement nouveau? Non, on a une certaine. Je pars de la dernière question et je remonte jusqu'à l'import. On a une certaine souplesse sur la gestion des bases, mais heureusement, alors concernant les objets archéologiques, on a une base qui est assez figée. Organisé, c'est les remerciements que j'ai fait à Antoine Courtin et Chloé Gauthier sur le fait qu'ils ont monté avec l'équipe de recherche une fiche standard de gestion des objets archéologiques dans la base Agora. Donc on n'a rien inventé par rapport, on n'a pas créé rien de nouveau, on a simplement adapté la table œuvre de la base Agora. Et concernant, c'est prête aussi assez bien, vous l'avez vu sur l'export en Dublin Core, c'est prête bien à d'alignement sur des vocabulaires standards, donc des expositions standardisées. Et concernant l'import, il s'agit tout simplement des fichiers textuels ou des CSV, mais dans ces cas-là, ce ne sont pas des CSV parce qu'ils ne sont pas séparés par des commas, mais par des tabulations, donc ce sont des TSV, qui est un UTF-8, donc en format de caractères standard, qui est digéré par Agora et en même temps par OMKS. Donc on fait l'export et le réimport plus ou moins de du même fichier. C'est vraiment un fichier textuel lisible avec n'importe quel notepad, bloc-notes. Merci. Encore une fois, extrêmement clair.